Je me trouve ici sur les Champs-Élysées dans la célèbre boutique Guerlain, l'un des plus anciens parfumeurs parisiens. Ici, le parfum est considéré comme un véritable trésor. Qui a réellement conscience, en achetant un flacon de parfum, de s'approprier une partie de l'histoire, de la culture et des traditions typiquement françaises? Il a fallu en effet des siècles pour arriver à ce niveau de perfection et d'exigence qui sont les fondations même des endroits comme celui-ci et des maisons les plus prestigieuses. Du plus ancien parfum du monde occidental datant de l'Antiquité jusqu'aux somptueux élixirs d'aujourd'hui, c'est à la découverte des chefs-d'œuvre de la parfumerie française que je vous invite maintenant. Mystère, subtilité, raffinement, depuis toujours le parfum fascine. Utilisé depuis des millénaires, il est comme une magie qui intrigue et fait chavirer. Les parfums les plus célèbres du monde sont français. Certains sont même des icônes, inventés par des parfumeurs de génie, capables de capturer l'odeur des plus belles plantes et de les sublimer par le flacon. Des trésors qui ont fleuri au fil des siècles et furent longtemps le privilège des puissants, avant que les maisons de parfumerie modernes, Guerlain, Chanel, Dior ou Cartier, ne les diffusent à tous de façon somptueuse. À l'Osmothèque de Versailles, nous découvrirons le plus ancien parfum du monde occidental qui date de l'époque romaine. C'est par lui que l'histoire a commencé. Les Romains adoraient les parfums et s'en imprégnaient tout le corps. À Grasse, nous percerons les secrets d'une ville devenue capitale de la parfumerie. Sans ce jasmin et cette rose, unique au monde, les parfums français les plus mythiques, comme le numéro 5, n'existeraient pas. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a encore la formule manuscrite comme ça, avec ces écritures des années 20 comme ça qui n'existent plus. Les mystérieux parfums dont s'entourait Louis XIV à Versailles, la passion dévorante de Napoléon pour l'eau de Cologne, la naissance chez Guerlain des premiers parfums modernes. Shalimar, c'est une robe du soir outrageusement décolletée. C'est langoureux. Les plus beaux flacons de cristal qui soient, créés dans les années folles par l'extraordinaire René Lalique. Et la joyeuse folie des créations de Christian Dior pour redonner le sourire à la France d'après-guerre. Dès le départ, il veut positionner les parfums Dior au-dessus pour les rendre encore plus désirables, magiques. Somptueux, fous, délicieux, exotiques, comment ces trésors de la parfumerie française sont-ils nés? Comment, dans leur sillage, valorisent-ils nos plus beaux savoir-faire? Plongés au cœur de ces élixirs qui, depuis l'époque romaine, sont comme un fil tendu entre l'homme et les fleurs. Nous sommes à Versailles. À quelques pas du château le plus célèbre de France, derrière les grands arbres et les sublimes jardins, se cache un endroit secret, l'Osmothèque. Un incroyable conservatoire des odeurs disparues, fondé par un collectif de parfumeurs. C'est ici, au milieu de 3000 senteurs et formules oubliées, que nous avons retrouvé le trésor le plus rare, le plus ancien de notre parfumerie occidentale. Dans ce flacon, le parfum royal, qui date de l'époque romaine. Un nectar exceptionnel, âgé de près de 2000 ans. Le premier parfum de notre histoire est ici. Le parfum royal est un parfum extrêmement puissant. On sent les épices de façon très présente, en particulier la cannelle. Et on sent ce côté baumé qui est donné par les résines et qui est très enveloppant. Donc c'est à la fois un parfum très puissant et très suave. Ce parfum a été refait en 1996. Quand on refait un parfum ancien, tout est obstacle. Il faut retrouver les ingrédients, il faut retrouver comment ils étaient traités, il faut imaginer les quantités, ensuite avoir les gestes pour reproduire le parfum tel qu'il avait été créé à cette époque-là. C'est dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, un chroniqueur romain qui compilait tout le savoir de son temps, que les chercheurs de l'Osmothèque ont retrouvé la recette du parfum royal. Une composition époustouflante
27 ingrédients qui comptaient parmi les plus belles matières premières de l'Antiquité et nous font voyager dans les contrées mythiques les plus lointaines de l'époque. Rome faisant déjà du commerce maritime avec les Indes et l'Asie. 3 sortes de cannelle, de Ceylan, de Chine et d'Arabie. Les plus belles fleurs d'Égypte, le genêt, le lotus et la marjolaine. Mais aussi la myrrhe, le trésor le plus précieux de la parfumerie. Une somptueuse résine prélevée sur les arbres du Moyen-Orient et qui se vendait déjà à prix d'or à l'époque. Toutes ces matières, le parfumeur Jean Kerléo, qui est à l'origine de cette reconstitution, les a retrouvées les unes après les autres. Il a aussi retrouvé chaque geste dont certains, véritables témoignages de l'histoire ancienne, ont été reproduits pour nous. Ce mortier a servi à la reproduction de la recette parce que, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas de distillation. Donc, on n'avait pas d'huile essentielle. Donc, toutes les matières premières étaient broyées. Donc, on les écrasait, que ce soit les gommes, les épices, on faisait une poudre. Ensuite, on ajoutait l'huile de benne, le vin et le miel. Et on obtenait une pâte qu'ensuite on mettait dans un linge. Donc Jean Kerléo a reproduit exactement les gestes. Il a mis cette pâte obtenue avec le mélange des ingrédients dans un linge qu'ensuite il a tordu. Et par pression, en fait, un liquide est sorti. Ce liquide, c'est le parfum royal. Symbole de luxe, de beauté, d'élégance et de fête à Rome, utilisé dans les thermes et lors des banquets, ce parfum royal était comparable à nos grands parfums d'aujourd'hui. Une utilisation à 1000 lieues de la fonction originelle du parfum, inventé 2500 ans avant Jésus-Christ par les Égyptiens comme un fil transparent entre les hommes et les dieux. C'est sur les bords du Nil, en effet, que l'art du parfum est né. Là-bas, les fleurs étaient tellement belles, les plantes étaient tellement luxuriantes et les résines étaient tellement odorantes qu'elles se mêlaient en 1000 senteurs considérées comme des cadeaux de la nature. La sueur des dieux du Nil. Des trésors que les Égyptiens mélangeaient et faisaient brûler pour honorer les dieux. Ils s'en servaient notamment pour faire monter l'âme des défunts vers le ciel par la fumée. Perfumum, d'où l'apparition du mot parfum. C'était une façon de relier la terre des hommes au ciel des dieux grâce à cette fumée qui s'élevait. C'est le premier sens du mot religion, c'est relier. Et le parfum est ce vecteur qui relie la terre au ciel par la fumée odorante. Principalement, l'utilisation du parfum en Égypte ancienne était d'ordre sacré. C'était des parfums qui n'étaient pas destinés à sentir bon, mais à honorer les dieux. Ainsi va naître le culte de l'odeur, générant entre l'Occident et l'Orient un commerce maritime de matières premières si riche qu'il va aiguiser l'appétit des Grecs puis des Romains. En l'an -322, les Grecs s'emparent d'Alexandrie. Ils prennent le meilleur de l'Égypte avant d'être annexés à leur tour dans l'Empire romain où ils vont apporter toutes leurs merveilles. C'est par leur intermédiaire que le parfum va se diffuser dans les mœurs romaines et se déplacer de l'univers du sacré à l'univers de la séduction. À Rome, on adorait les parfums, on parfumait tout dans la Rome impériale, on parfume même les chiens, les chevaux, les soldats romains se parfument. Pour retrouver les objets les plus anciens et les plus rares de cette parfumerie antique, il faut aller à Munich, dans la collection Drôme, l'une des plus belles collections privées au monde d'objets liés au parfum. On y découvre ce que l'homme, très tôt, a fabriqué de plus précieux pour posséder le parfum chez lui. Des merveilles en pierre ou en terre cuite, brûle-parfums et pots à fard que les pharaons d'Égypte et les reines grecques possédaient dans les plus beaux palais. Merveilleuses aussi, ces petites bouteilles colorées et scintillantes, âgées de plus de 2000 ans et que l'on pouvait emprisonner dans sa main.
Mais c'est au Musée international de la parfumerie à Grasse qu'est conservé l'un des trésors les plus extraordinaires de l'art antique. Retrouvé intact dans un sarcophage, ce minuscule flacon, pas plus grand qu'une ampoule, cerclé d'argent et soufflé à la bouche, est l'ancêtre de nos flacons de parfum d'aujourd'hui. Il marque l'apparition à Rome d'une technique révolutionnaire pour l'époque. À Rome, le parfum se démocratise, c'est-à-dire qu'il va y avoir des parfums de luxe et des parfums courants, plus communs. Donc ça, c'est peut-être une première tendance aussi, qui existait un petit peu en Grèce, mais qui vraiment se développe avec Rome. Ce qui est intéressant à Rome, c'est qu'on change de support et on utilise un support qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui est le verre, puisque les Romains vont développer la technique du verre soufflé et utiliser notamment les verriers qui sont originaires du Proche-Orient, de Syrie notamment. Et donc on va avoir ce développement du flacon en verre qui va prendre des formes très, très variées. Ces flacons, l'aristocratie romaine venait les faire remplir à prix d'or dans les échoppes obscures, chaudes et joyeuses de la Via Sacra, une rue réservée à l'élite et qui menait au Colisée. Des échoppes toutes tenues par des Grecs et dans lesquelles on trouvait notamment notre fameux parfum royal. Vendu 300 deniers la livre, c'est-à-dire une fortune, il marque le sommet de la parfumerie romaine. Il en annonce aussi la décadence. Trop cher, trop fort, trop lourd, objet de luxure, de débauche, d'ivresse. Au fil des siècles, l'utilisation du parfum devient si folle que face à de telles scènes, les intellectuels romains puis les chrétiens se déchaînent. C'est ainsi qu'au IVe siècle, lorsque l'Église prend le pouvoir dans la totalité de l'Empire, un voile noir tombe sur la parfumerie occidentale. Interdite, il faudra attendre 700 ans pour la voir réapparaître dans un endroit totalement inattendu. En plein cœur du centre-ville de Montpellier se dresse l'école de médecine, la plus ancienne faculté de médecine d'Occident. Et son jardin botanique extraordinaire, le tout premier planté en France à la fin du Moyen-Âge. 5000 espèces de fleurs et d'aromates cultivées uniquement dans le but de soigner. Nous sommes au XIIIe siècle. Et comme le montre cette école de médecine étroitement accolée à la cathédrale, le monde a bien changé. Désormais, l'Église catholique contrôle tout, et notamment l'usage des plantes. Le parfum dans sa version séduction a totalement disparu. Seuls les moines sont autorisés à utiliser des plantes austères, que l'on appelle des simples, pour porter remède. Le parfum a comme vocation essentiellement, à part les usages sacrés, de soigner. Les religieux confectionnent à partir de ces plantes médicinales des parfums pour soigner les malades. Des plantes qu'utilisent aussi les médecins de Montpellier, strictement contrôlés par le pape. Installés dans une ville de commerce, créée par la chrétienté pour être un carrefour ouvert sur la mer, ils sont en compétition avec une autre médecine, la médecine arabe, puissante, découverte par les chevaliers des croisades. Car dans le monde musulman, à Cordoue ou à Tunis, on utilise des techniques de parfumerie et des matières premières animales et végétales qu'ici, à Montpellier, on ne connaît pas. Des produits merveilleux que les croisés rapportent jusqu'à nous, comme l'ambre gris, sécrété par les cachalots et ramassé sur les plages, ou l'eau de rose. Les croisés vont découvrir dans les maisons des seigneurs morts, des califes, des senteurs absolument extraordinaires, délicieuses, puisque en Orient, on honore nos invités avec des eaux de senteur, on les asperge. On continue à se masser avec des huiles parfumées, on brûle des parfums, et donc forcément les croisés vont découvrir le bois d'aloès, les benjoins, mais aussi, et ce fera une furie en Occident, l'eau de rose, qui sent délicieusement bon, qu'ils rapportent en Occident. Les seigneurs en Occident vont tomber en pamoison, y compris les belles dames, dans l'eau de rose.
L'eau de rose, inventée par le plus grand médecin musulman du monde, le célèbre Avicenne, à partir d'un procédé chimique nouveau. La distillation par l'eau pour extraire par la chaleur le meilleur d'une plante, son odeur mais aussi ses vertus médicinales. Une invention orientale qui va accélérer la recherche médicale à Montpellier. C'est ainsi qu'à force d'expérience, le médecin Arnaud de Villeneuve va mettre au point une technique de distillation révolutionnaire pour le monde du médicament et de la parfumerie, la distillation alcoolique. Il y a tout un affinement, cette technique moderne, c'est-à-dire qui consiste à avoir un récipient que l'on va chauffer, dans lequel on met que ce soit du vin, que ce soit une décoction de plantes, etc., et les vapeurs qui vont être recueillies et refroidies dans un serpentin lui-même placé à froid. Et à partir de là, la parfumerie pourra se développer parce que, évidemment, vous allez concentrer beaucoup les essences aromatiques dont on récupère les principes actifs. En 1347, dans les tout premiers alambics de l'école de médecine de Montpellier, naît donc le premier parfum star de l'histoire de France, l'eau de la reine de Hongrie. Une décoction géniale d'alcool et de fleurs de romarin pour un élixir de jeunesse à l'odeur délicieuse. Une lotion qui, d'après la légende, aurait réussi à faire paraître 20 ans de moins à une vieille reine de Hongrie amoureuse d'un jeune roi de Pologne. Ce parfum médicament, conservé lui aussi à l'osmothèque, les grandes dames de France et d'Europe vont se l'arracher pendant près de 500 ans. C'est ainsi que pour soigner autant que pour embellir, le parfum apparaît et s'installe en France, assurant la fortune des pharmaciens parfumeurs de Montpellier. À partir de ce moment-là, on ne cessera plus de se parfumer, d'autant que sonne déjà l'heure de la Renaissance et de toutes ses splendeurs. Comme nous venons de l'entendre, l'eau de la reine de Hongrie, considérée comme le parfum star du Moyen-Âge, marque l'alliance magique entre l'alcool et les fleurs. Distiller les espèces végétales, c'est le secret que se transmettent les parfumeurs de génération en génération. Alors, j'ai la chance d'être dans une des plus grandes maisons de parfumerie de France et du monde, la Maison Chanel, et je suis en excellente compagnie avec vous, Olivier Polge. Vous êtes le parfumeur de cette maison. Alors ici, derrière nous, se cachent des trésors dans ces petites bouteilles bleues. C'est grâce à tout cela que vous composez vos parfums. Vous êtes un peu un magicien, Olivier. Ce sont tous les ingrédients comme ça qui peuvent rentrer dans nos formules, qui sont comme ça le résultat d'ingrédients qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, il y a des matières premières qui sont assez évidentes, assez communes, et certaines qui sont rares et exceptionnelles, comme ce bois de santal que nous avons ici. En quoi ce bois est un trésor pour vous? Alors, c'est un trésor parce que c'est un bois dont l'essence se trouve concentrée au centre, ce qu'on appelle le cœur du bois. Et du coup, on a besoin de distiller des bois très matures, comme ça, qui ont besoin d'avoir une vingtaine d'années. Ce sont des odeurs crémeuses, comme ça, assez rondes, riches, ce qu'on appelle communément comme ça dans les notes de fond d'un parfum, qui apportent des notes un petit peu plus chaudes, qui s'allient bien avec des notes florales. Alors, quand on pense à la création de parfums, on pense aux fleurs, forcément, en premier lieu, qui sont vraiment les matières premières. Des fleurs que vous cultivez à Grasse, d'ailleurs, dans le sud de la France. Oui. Ici, il ne s'agit pas d'une fleur, mais plutôt... Alors là, ce sont les racines de l'iris. Et c'est ça. On n'utilise pas la fleur, malheureusement, mais l'essence qui nous intéresse se trouve dans le rhizome. Donc l'iris, après avoir passé 3 ans en terre, justement, pour développer ses rhizomes, on les arrache. Et le rhizome, à ce moment-là, ne sent pas. Mais c'est qu'au fur et à mesure de son séchage que se développe l'odeur qui nous intéresse. Et au bout de 3 ans, on peut les distiller. Il y a beaucoup d'étapes de transformation avant que vous puissiez utiliser cette matière première. Voilà, exactement. Ça demande donc 6 ans avant de pouvoir obtenir cet extrait. Grasse devient donc la capitale de la parfumerie au XVIe siècle, alors que rien ne l'y prédisposait. Je vous emmène maintenant dans ces magnifiques champs de fleurs protégés comme des trésors depuis la Renaissance. Nous sommes à Grasse, dans le sud de la France, en plein cœur des Alpes-Maritimes, dans le domaine Isnard.
L'une des propriétés les plus anciennes et les plus typiques de cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Une propriété construite en restanque, c'est-à-dire en étages séparés par des murs de pierre, pour épouser le relief et jouer avec le soleil. Grasse, capitale mondiale de la parfumerie depuis le XVIe siècle. Ici, la mer n'est qu'à 11 km, mais la ville s'étire à flanc de montagne sur les contreforts de l'Estérel. Et les cultures s'épanouissent dans un microclimat extraordinaire. Ah, ici, nous sommes dans le merveilleux pays de Grasse. Voilà, si l'on revient il y a 200 ans, nous trouverions exactement la même chose, ces bastides, ces terrains, ces oliviers, ces cyprès. Un trésor qui ne nous appartient qu'à nous, c'est l'effet de faune, ce qui a fait la richesse de nos fleurs. Ce petit vent qui, au mois de mai, vient recouvrir toute la plaine grassoise. La montagne est encore fraîche, la Méditerranée commence à chauffer et tous les soirs vers 7 heures, un vent commence à se lever qui va tourner. Et nos roses vont bénéficier pendant un mois, tous les soirs, pendant 2 heures, de ce vent extraordinaire qui va apporter l'humidité nécessaire, les nutritions, les oligo-éléments qui vont faire que les roses de Grasse sont uniques ici. L'autre trésor de ce domaine, c'est une source creusée par l'homme il y a des siècles. Une source relayée par d'impressionnants canaux souterrains afin que les plantes qui font la richesse de Grasse depuis plus de 700 ans poussent les pieds dans l'eau. La rose centifolia, qui ne fleurit qu'au mois de mai. Le jasmin grandiflorum, la star de la fin de l'été, importé d'Orient et greffé à une espèce plus résistante pour un parfum subtil et léger que l'on ne trouve nulle part ailleurs. La tubéreuse, elle aussi rapportée de Perse par un moine herboriste, est considérée aujourd'hui comme un trésor. Mais aussi la violette, dont les parfumeurs n'utilisent que les feuilles. Les orangers bigaradiers, qui produisent l'orange amère et dont les feuilles contiennent l'essence de néroli, utilisée pour l'eau de fleurs d'oranger. Et en bas de la propriété, les plantes comme la lavande, la favorite de ceux qui, à la Renaissance, ont fait basculer Grasse dans le parfum, les gantiers parfumeurs. Car jusqu'à la fin du XVe siècle, Grasse était une ville de tanneurs, qui va changer de physionomie sous l'influence d'une reine, Catherine de Médicis. En 1533, lorsque Catherine de Médicis arrive à Paris pour épouser le futur roi Henri II, elle apporte dans ses bagages tout le raffinement de Florence, qui est au summum de la Renaissance. La fourchette, les artichauts, les macarons, les sorbets, mais aussi ces gants de peau délicatement parfumés par les moines du couvent Santa Maria di Novella. Une mode dont la cour s'empare tant les gants de chevreau utilisés à l'époque sentaient mauvais. Une mode dont s'emparent surtout les gantiers grassois qui profitent de leur climat extraordinaire pour cultiver des fleurs et inventent une ingénieuse technique d'enfleurage du cuir pour que leurs gants s'imprègnent des parfums les plus doux qui soient, le jasmin et la rose. À la Renaissance, pour enfleurer les peaux, eh bien, on pratiquait une espèce de millefeuille où on allait superposer les peaux dans des fleurs qui étaient mélangées avec des graisses. Et c'est ainsi que le cuir allait absorber cette graisse pour que, progressivement, la peau se sature d'odeur. Ainsi, la production et le commerce des fleurs va-t-il peu à peu remplacer la tannerie et envahir toute la ville à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Les Grassois ont de l'or dans les mains et ils vont le faire fructifier. Sur leurs terres, ils cultivent, ils extraient, ils enfleurent, ils distillent et envoient à Paris leurs meilleures compositions. Des eaux de millefleurs,
qui se vendent très cher dans les grandes parfumeries de la capitale. Car sous l'influence de Catherine de Médicis et de son parfumeur personnel, René le Florentin, installé dans une immense boutique sur le pont au Change à Paris, toute la cour apprend à se parfumer. Dans un bal, il y a de fortes chances pour que l'ensemble des danseurs ait été parfumé, puisque le parfum contribue d'une part à l'apparat et contribue évidemment à la séduction. On parfumait les vêtements, souvent à partir de poudre parfumée, et l'on se parfumait soi-même. On pouvait parfumer la chevelure également, en y mettant des fleurs fraîches ou en y mettant une goutte de fleurs d'oranger, de fleurs de citronnier ou de musc, que sais-je. Le parfum, désormais, on le porte sur soi comme un bijou. C'est ce qui marque la grande modernité de la Renaissance en matière de parfumerie. On porte autour du cou et près du nez ces pomander, appelés aussi pommes de senteur, des trésors de la taille d'une petite mandarine, réalisés en or ou en argent. Les pomandères ou pommes de senteur étaient également portées par les femmes. Ce sont des petites sphères à plusieurs compartiments et qui peuvent s'ouvrir comme on ouvrirait finalement une orange avec ses quartiers. Et donc à l'intérieur de chaque quartier était stocké en quelque sorte un parfum qui pouvait venir compléter la parure et être ajouté au fur et à mesure de la journée derrière l'oreille, sur la chevelure ou sur le vêtement, puisque l'on parfumait également les vêtements. On porte aussi sur soi ces minuscules flacons, imaginés pour tenir dans la poche, merveilles d'orfèvrerie et de joaillerie enrichis de pierres précieuses et de perles. Certains pas plus hauts qu'une allumette, d'autres comme celui-ci, conçu pour tenir debout sur une table. Un trésor tout petit par la taille, mais très précieux par sa fabrication. Une technique sophistiquée de verrerie italienne. Mille fiori en italien est une technique de verre qui s'est développée à Venise au XVIe siècle. Et ce flacon, il se fermait à l'aide d'un petit bouchon en liège. Et c'est le type de parfum qui complétait la toilette d'une femme de la haute société du XVIe siècle. Des flacons tous plus somptueux les uns que les autres, que les grandes dames de la cour glissent dans leurs cassettes de nuit lorsqu'elles partent en voyage. L'ancêtre de la trousse de toilette est ici, finement tissé de soie, un objet délicat, âgé de près de 500 ans. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, et entre Grasse, où l'on produit, et Paris, où l'on se parfume, le fil est donc tendu pour une histoire qui ne va cesser de grandir tout au long des siècles qui vont suivre. Les rois et les reines raffolent de parfums. Pour eux, les Grassois vont cultiver des merveilles. C'est ainsi que cet oranger bigaradier va se retrouver dans le plus beau palais du monde, à Versailles. Parmi les innombrables trésors du château de Versailles, 2000 orangers. Ils diffusent l'odeur préférée de Louis XIV, l'odeur du néroli, l'essence de fleurs d'orange amère, l'un des parfums les plus fins et les plus subtils qui soient. Ces orangers, Louis XIV en était fou. Tellement fou qu'en 1663, il commande à Jules Hardouin-Mansart, le grand architecte de son palais, une orangerie gigantesque. Orientée plein sud, elle est construite sous le parterre du Midi pour que les arbres soient protégés du froid l'hiver. Un bâtiment de 150 mètres, tout en puissance et en richesse, une cathédrale jardin. Ici, comme dans la Galerie des Glaces, le roi faisait venir ses plus prestigieux invités. À cette époque, l'oranger est vraiment symbole de luxe, de pouvoir et de richesse. Donc posséder un oranger, c'est déjà signe de luxe. Donc Louis XIV va entamer
une collection véritablement, et il demande à ses ministres, Colbert, Louvois, d'envoyer des émissaires un peu partout, en France et en Europe. On sait qu'ils sont allés jusqu'en Italie ou jusqu'au Portugal pour rapporter des orangers pour enrichir sa collection personnelle. La fleur de bigaradier est particulièrement odorante, davantage que d'autres espèces d'orangers. Donc c'est pour ça que c'était le bigaradier qui était choisi pour distiller l'eau de fleur d'oranger. C'est une odeur légère, fruitée en même temps, mais aussi apaisante, je dirais, assez enveloppante finalement. L'eau de fleur d'oranger, extraite et distillée dans l'enceinte même du château par les parfumeurs du roi, si désinfectante qu'elle remplace à merveille l'eau tout court. Car au XVIIe siècle, un fléau sévit de plus en plus, la peste. Elle fait des millions de morts. Tenue pour responsable, l'eau est utilisée avec parcimonie. On se méfie d'elle comme de la peste. Voilà pourquoi Louis XIV n'a pris que très peu de bains, un moment intime qu'il aimait pourtant et lors duquel il remplaçait l'eau par l'essence de Néroli. Pour en retrouver la saveur, il faut faire revivre un endroit disparu. Le sublime appartement des Bains, détruit au XVIIIe siècle. Situé au rez-de-chaussée du corps central, sous les arcades, il a été reconstitué en gravure, à partir de la cuve royale, aujourd'hui conservée à l'orangerie. Une enfilade de 5 pièces, tout en marbre, qui conduisait au bain où le roi venait pour s'imprégner de parfums. Nous sommes ici dans la 3e pièce, qui était un peu une pièce pivot dans l'appartement. On passait les pièces d'introduction pour arriver dans ce salon, qui était un salon octogone. Et puis ensuite, on progressait en richesse dans l'appartement. Plus l'on s'approchait du bain proprement dit, plus le décor était riche. Alors avec des statues, par exemple, mais également avec des marbres de plus en plus riches, donc de plus en plus rares. Et donc la dernière pièce, la plus belle, était le cabinet des bains proprement dit, où le roi vraiment se baignait. Et à l'emplacement où je me trouve se situait la cuve, la fameuse cuve de l'appartement, qui est le plus beau vestige de cet appartement, qui est un monolithe en marbre de Rance, donc ce fameux marbre considéré comme étant jaspé. Et il s'agit d'un tour de force, 3 mètres de diamètre, c'est vraiment voilà, c'est inouï. Il faut s'imaginer que cette cuve est arrivée, donc cet énorme bloc dans lequel elle a été taillée, alors que nous étions en pleine guerre. Et ici, c'était l'explosion de la richesse et du luxe. Si le parfum est aussi important au XVIIe siècle, c'est qu'il est considéré comme un purifiant. Diffusé grâce à des fontaines comme celle-ci, dans les grands appartements où le roi donne des fêtes pour la cour, il purifie l'air grâce à des odeurs antiseptiques comme le vinaigre de vin, le camphre et la sauge. Le parfum masque aussi les odeurs par des senteurs extrêmement fortes. Des pots pourris de fleurs d'oranger, agrémentés de clous de girofle, de cannelle et de benjoin. Le musc, recueilli sur un chevretin d'Asie que l'on tuait pour en obtenir une substance boisée et sensuelle, est aspergé sur les tentures et les fauteuils. On brûle aussi de l'ambre gris, une autre matière animale extrêmement chère, pour couvrir les vapeurs des cheminées dans des brûle-parfums comme celui-ci. Dans ces salons, on diffuse des odeurs avec des pots pourris qu'on va disséminer, avec des cassolettes de parfums que l'on va installer par exemple sur les cheminées. Donc, ils sont des petits coffres dans lesquels on va placer des mélanges de différents ingrédients. Et grâce à la chaleur du feu, donc les odeurs se répandent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'odorat des personnes à cette époque-là est différent finalement d'une autre. Les gens au quotidien sont entourés d'odeurs assez fortes dans la rue, dans les villes. Donc les odeurs fortes ne gênent pas. C'est un trésor découvert il y a peu qui permet de connaître mieux les mystérieux parfums dont Louis XIV s'entourait.
Dans les fouilles archéologiques du château de Marly, la résidence d'été mythique du roi Soleil, détruite sous le règne de Napoléon, les chercheurs ont découvert cet étrange flacon. Une bouteille apparemment anodine, mais dont le contenu liquide intrigue. Il est confié à une archéobotaniste. Il faut savoir que même avec le passage du temps, dans un contenant, il y a une partie du contenu qui s'imprègne à l'intérieur de la matière. Et donc on peut retrouver 1000 ans, 2000, 3000 ans après, on peut retrouver une partie de la signature du contenu dans le contenant. Séparé de son flacon, le liquide conservé à l'osmothèque a été analysé molécule par molécule pour un résultat stupéfiant. Du cèdre, du cyste de Grasse et de la valériane. Il s'agit bien là d'un parfum d'intérieur totalement Louis XIV. Moi, ça me fait penser à des univers un peu virils, un peu puissants et bien présents. Une odeur qui marque fort. Et en même temps, allant un tout petit peu vers le ciel. Le cèdre a toujours cette vocation de vous emmener un peu dans les hauteurs. Ça fait un parfum complexe. C'est pas quelque chose qu'on trouverait aujourd'hui dans nos compositions. Une atmosphère puissante, pesante, qui va contraster avec le grand vent de nouveauté qui soufflera sur Versailles 50 ans plus tard, sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Nous sommes en 1774, lorsque Marie-Antoinette devient reine en épousant Louis XVI. Sous le règne de Louis XV déjà, la cour s'est libérée de la pesanteur du roi Soleil. Un mouvement que la jeune reine, passionnée par toutes les douceurs de son temps, accompagne avec fraîcheur, à l'image des flacons de porcelaine qu'elle collectionne dans sa chambre. Ces flacons sont figuratifs. Et c'est d'ailleurs très amusant parce qu'ils vont reprendre tous les thèmes à la mode. La romance, donc tout le sentimentalisme du XVIIIe, tous les thèmes bucoliques également, et les thèmes libertins. Parce que comme les parfums sont des cadeaux que se font les amants, ils vont inscrire des messages sur ces flacons à parfum, et souvent des messages codés que seuls les amants pourront déchiffrer. Autour de Marie-Antoinette, passionnée de fleurs, tout, absolument tout, doit sentir ou évoquer le parfum le plus délicat qui soit, la rose. Ses jardins, le mobilier aux épis dans sa chambre du petit Trianon, les tentures mondialement célèbres de sa chambre d'apparat. Et bien sûr, elle-même, qui se fait représenter une rose à la main dans ce tableau extrêmement connu peint par Élisabeth Vigée-Lebrun. On sait qu'elle consommait de l'eau de lavande. Ensuite, on sait qu'elle appréciait l'eau de rose. Et puis, on peut penser qu'elle consommait les produits de parfumerie qui étaient à la mode à son époque. Donc, c'est-à-dire de l'eau de bergamote, de l'eau de jasmin. Une passion pour les parfums de fleurs, savamment composés, qui conduit la reine à commander des merveilles aux grands parfumeurs de son temps, Prévost, Houbigant, Farjon, Pivert. Des parfums qu'elle dispose ensuite dans l'un de ses plus beaux trésors. Ce sublime nécessaire de voyage qu'elle possédait en 2 exemplaires, dont celui-ci, conservé au Musée international de la parfumerie à Grasse. Dans une malle d'acajou, 52 pièces de cristal, d'argent et de porcelaine finement peintes à l'usage du parfum et des saveurs. Flacons, brosses, miroirs, mais aussi théières, moussoirs à chocolat, soucoupes, sucriers et couverts. Un trésor qui lui aurait coûté la vie.
À la veille de la fuite de Varennes, follement attachée à son nécessaire, elle aurait voulu le faire partir avant elle. C'est ce qui aurait éveillé les soupçons d'une femme de chambre qui en aurait averti les révolutionnaires. Car pendant que les rois et les reines se parfument, Paris empeste. En 1789, le parfum fait partie des privilèges que la Révolution fait sortir des palais. Et c'est par un produit extrêmement simple qu'il va entrer dans la maison de tous les Français. Un coup de génie qui existe aujourd'hui encore et qui s'appelle l'eau de Cologne. Au château de Fontainebleau, il est une pièce secrète qui illustre la façon dont la vie quotidienne se modernise sous le règne de Napoléon Ier. C'est la salle de bain de l'empereur. Une pièce simple où pour la première fois, le luxe coule par ses robinets modernes, l'eau courante, chaude et froide. En sortant de sa baignoire, l'empereur, comme des millions de Français, s'asperge de son parfum préféré, l'eau de Cologne, que l'on appelle aussi aqua mirabilis, l'eau admirable, en raison de son côté vitaminé. À l'alcool et au romarin de la traditionnelle eau de la reine de Hongrie s'ajoutent différentes essences de citron, bergamote, cédrat, néroli et pamplemousse. C'est dans cet assemblage d'agrumes que tient le génie de l'eau de Cologne que Napoléon adore. Il a tendance à s'en asperger allègrement. Et effectivement, je pense qu'il y a le côté tonique, revigorant de l'eau de Cologne qui lui plaît beaucoup et qui tranche avec l'environnement, on va dire, plutôt capiteux des parfums de son épouse Joséphine. Son eau de Cologne, l'empereur l'achète chez Jean-Marie Farina, une marque qui existe toujours, rachetée par Roger et Gallet. La boutique se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré et dispose du brevet original de cette formule géniale, dérobée à Florence, puis développée à Cologne, en Allemagne. Jamais un parfum n'a été aussi copié que l'eau de Cologne, d'où cette signature infalsifiable apposée par Farina sur tous ses flacons. Une eau qui soigne, utilisée comme médicament à frictionner ou à boire. Elle revitalise en raison de ses 86 degrés d'alcool. Elle offre surtout une odeur complètement nouvelle, glacée et fruitée. Alors, l'odeur est fine, elle est fraîche, c'est une odeur de mélange d'agrumes, donc c'est toujours très plaisant. C'est en général assez dynamisant et tonique, mais elle ne va pas rester très longtemps parce que dans cette formule très simple, vous n'aurez pas des éléments boisés, ambrés, vanillés, qui font que le parfum va durer plus longtemps. Il y aura cette fraîcheur qui va durer un certain temps, mais pas aussi longtemps qu'une eau de toilette ou une eau de parfum. C'est une vraie eau de Cologne. Des flacons comme celui-ci, l'empereur en consommait plusieurs dizaines par mois, entre 40 et 60 litres d'eau de Cologne, qu'il transvasait dans le nécessaire de campagne qu'il accompagnait dans chacune de ses conquêtes. Il n'y avait pas le flaconnage Farina, mais probablement on transvasait dans les flacons pour avoir la dose suffisante à la durée d'une campagne. Ça fait partie de tous ces nécessaires, c'est-à-dire des malles, des petits coffrets dans lesquels, par une habileté, les maîtres tabletiers arrivent à ranger tout ce qui est absolument indispensable, voire parfois un peu superflu, mais qu'on aime bien avoir sous la main. De quoi effectivement prendre soin de ses dents, de sa barbe, de ses cheveux, de ses mains, de ses ongles, etc. Lors de ces batailles, il emportait même son eau de Cologne sur lui, grâce à des rouleaux de forme oblongue spécialement conçus pour lui, que l'on appelait les rouleaux de l'empereur, et qu'il glissait dans ses bottes pour s'en frictionner, asperger ses chevaux et boire l'alcool sur des morceaux de sucre. Nous sommes au milieu du 19e siècle et le parfum est désormais entré dans le quotidien de tous les Français, utilisé pour sentir bon mais aussi pour appuyer la beauté et l'originalité de chacun.
C'est dans ce contexte que vont éclore les grandes marques de parfumerie moderne, des marques aux 1000 trésors. Au XIXe siècle, grâce à l'officialisation du métier de parfumeur par Napoléon Bonaparte, qui venait d'ailleurs se servir à 2 pas d'ici, la parfumerie va prendre une envolée nouvelle. Je me trouve ici à Paris dans une boutique qui illustre le mieux cette parfumerie moderne. Je suis dans un magasin Guerlain, rue Saint-Honoré. C'est d'ailleurs juste à côté, place Vendôme, que le créateur de la marque a ouvert son premier magasin en 1928. Anne-Caroline Prazan, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans cette boutique qui est vraiment très élégante. On a vraiment l'impression de se trouver dans un salon très cosy. Alors sur les flacons, on retrouve très souvent la célèbre abeille de Guerlain. À quoi ressemble l'abeille d'aujourd'hui ? Alors l'abeille d'aujourd'hui, en effet, elle est très différente de celle de 1853 quand les Guerlain dessinent ce flacon pour l'impératrice Eugénie. Et alors j'ai le plaisir de vous dévoiler le petit bijou, parce que là vraiment... C'est un bijou, vraiment. La fragrance rencontre le cristal. C'est magnifique. Et surtout, le merveilleux savoir-faire de cette maison qui fête aussi ses 110 ans, qui est la maison Baccarat, où il a fallu donc travailler de façon extrêmement intensive avec les meilleurs ouvriers de France de la maison. Il y a beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup de passion, beaucoup de savoir-faire. C'est une pièce absolument époustouflante. Et puis Sophie, il faut quand même, après avoir parlé du flacon et de ce joyau, en effet parler de notre plus grand joyau qui est le parfum à l'intérieur, qui est un double absolu créé par Thierry Vasseur, notre maître parfumeur. Voilà, c'est un petit bijou d'olfaction. Quand on est passionné par le parfum, c'est quelque chose de rare. Le flacon sublime le parfum, c'est un parfait écrin, un élément essentiel de la parfumerie moderne, né au 19e siècle, il y a 190 ans précisément. Voilà son histoire. Née il y a 190 ans, la maison Guerlain est la plus ancienne maison de parfumerie française encore en activité. C'est aussi l'une des plus célèbres du monde, avec 1100 parfums, qui racontent à merveille la manière dont la parfumerie bascule dans la modernité au XIXe siècle pour devenir un objet de séduction produit par l'industrie, mais inventé par le parfumeur. Je pense que tout créateur tend à l'immortalité, veut être reconnu, aimé. Donc à chaque fois que l'on raconte une histoire en flacon, on veut susciter cet amour, cette envie, ce désir des gens. Et après, il y a justement ces règles qui nous échappent, mais qui font que l'heure bleue, que Mitsuko, que Shalimar, que Samsara soient chez nous des incontournables de la parfumerie française. À l'origine de cette histoire, Pierre-François Pascal Guerlain. Né dans une maison d'épices à Abbeville en 1798, au milieu des clous de girofle, des noix de muscade, des bâtons de cannelle et de vanille, il exerce son nez dans un berceau d'odeurs qui lui donne le goût du voyage et lui permet de poser le premier pilier fondateur de la marque, l'amour des matières premières nobles comme la fève tonka. Matières chères et exotiques qu'il entremêle de façon originale et complexe. Son premier coup de maître est une eau de Cologne au parfum jamais senti qu'il réalise pour l'impératrice Eugénie, la femme très glamour de Napoléon III. Cette eau de Cologne, ce qu'elle a de nouveau par rapport à toutes les eaux de Cologne qui existent depuis la création d'eau de Cologne, c'est qu'elle est beaucoup plus florale. Il va apporter à cet accord qui est très hespéridé, donc très basé sur les agrumes, avec ce côté peut-être un petit peu amer, de temps en temps un peu acide, un peu grinçant. Il va apporter toute la délicatesse et la légèreté des fleurs. Et c'est ça qui va séduire l'impératrice Eugénie, qui par ailleurs n'hésite pas à se couvrir de patchouli, qui est la senteur à la mode. Elle va apprécier cette eau de Cologne un peu différente, plus sophistiquée, plus douce, plus féminine, plus luxueuse. Au château de Fontainebleau, nous avons reconstitué la luxueuse coiffeuse de l'impératrice Eugénie, dans le cabinet d'argent de ses appartements.
Eugénie est une femme moderne et séduisante. Elle ne se maquille et ne se parfume qu'en Guerlain. Sa coiffeuse d'impératrice regorge de trésors. Pierre-François Pascal, donc, à l'occasion du mariage d'Eugénie de Montijo avec Napoléon III, en 1853, a créé un flacon aux abeilles impériales, puisque, comme vous le savez, l'abeille est aussi le symbole de l'Empire, avec deux faces, donc une facette qui arbore les armes impériales. Et une autre facette qui arbore les abeilles. C'est vraiment le premier flacon à abeilles, qui est devenu d'ailleurs le flacon iconique. La crème à la fraise fait partie de ces créations cosmétiques, puisqu'il s'agit d'une crème qui était destinée à protéger la peau des méfaits déjà du soleil et du vent. Cette crème était contenue dans un très joli petit pot en porcelaine et elle a été portée par Sissi, impératrice d'Autriche. Pour fabriquer tous les trésors qu'il vend aussi dans sa boutique de la rue de la Paix, le parfumeur impérial privilégie les matières premières les plus précieuses qu'il va chercher lui-même à l'autre bout du monde. Comme le feront après lui tous les Guerlains, et comme le fait aujourd'hui encore Thierry Vasseur, le parfumeur de la maison. La vanille à Madagascar, la fève tonka au Venezuela, le jasmin en Inde, la rose en Bulgarie. Pour aller chercher ses produits, le parfumeur devient explorateur. En fait, je suis herboriste et j'ai un CAP, donc je n'ai pas fait d'études de botanique. Comme je me suis fait foutre dehors de l'école à 15 ans, eh bien, il fallait apprendre un métier. Les plantes médicinales, c'était mon fonds de commerce. Donc aujourd'hui, cette proximité avec la nature, cette façon de ressentir le rythme des saisons, m'est fort utile. Un respect des matières premières que Guerlain appuie par l'innovation. En 1889, Aimé Guerlain, le fils de Pierre-François Pascal, invente le tout premier parfum moderne de l'histoire, le génial Jiki, mélange inédit de matières naturelles et de molécules de synthèse. Après la distillation alcoolique au Moyen-Âge, l'utilisation de la synthèse est la deuxième révolution de l'histoire de la parfumerie. Une révolution qui permet de reproduire par la chimie des odeurs dont nous ne pourrions pas profiter, soit parce qu'elles sont interdites, comme le musc animal, le chevretin du Tibet étant une espèce protégée, soit parce que la nature peine à les produire, comme l'iris, qui met 6 ans à sortir de terre. Avec les molécules de synthèse, la palette du parfumeur s'élargit. Jiki est l'assemblage magique de la vraie fève tonka sublimée par son dérivé synthétique, la coumarine. Je pense qu'il y avait un mouvement qui voulait sortir d'un cadre et que l'abstraction est née chez nous avec Jiki et l'entrée de la synthèse dans Jiki comme des corps purs ayant leur propre personnalité bien différente de ce que les produits naturels pouvaient nous offrir. Ce sont de nouvelles couleurs, ce sont de nouveaux mots dans un langage. Dès sa sortie, Jiki s'arrache dans le tout Paris et dans le monde entier. La presse salue l'explosion du style Guerlain, exotique, riche, envoûtant. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est dans un flacon de Jiki que naîtra Chalimard 36 ans plus tard, le mythe absolu de la marque. Nous sommes en 1925. L'Inde fait rêver. À la recherche d'un nouveau succès, Jacques Guerlain décide de transformer en parfum la plus célèbre des légendes indiennes. L'histoire d'un amour fou, celui de l'empereur Shah Jahan, qui offre à sa femme disparue les jardins de Chalimard et le Taj Mahal. Pour faire un essai, il verse tout un sachet de vanilline, de la vanille de synthèse, dans une bouteille de Jiki. Et contre toute attente, en sort une odeur comme un trésor. Ce sera
Shalimar. On pourrait dire que Shalimar, c'est une robe du soir outrageusement décolletée. C'est langoureux, c'est suave, c'est vanillé. Celui qui a le mieux décrit cette histoire de Shalimar, c'est Ernest Beau, le créateur du numéro 5, qui dit à un de ses amis parfumeurs « Toi et moi, avec ce paquet de vanilline, on aurait juste été capable d'en faire une crème anglaise. Lui en a fait un chef-d'œuvre. » Présenté à l'exposition des arts décoratifs, le plus grand événement artistique des années folles, l'exotique Shalimar, dans son sublime flacon baccarat en forme de coupe de fruits, fait l'effet d'une bombe. Pour les hommes et les femmes, il devient le symbole de la séduction à la française. Et puis aussi, Shalimar, c'est un flacon. C'est un des plus beaux flacons de l'histoire de la parfumerie. Et quand Raymond Guerlain le dessine, il fait un flacon historique. Et c'est ce qu'il veut. Il va s'inspirer de l'armogol, il va s'inspirer de ce bleu saphir, il va donner à ce cristal de baccarat toutes ses facettes pour qu'il devienne une coupe opulente, une coupe généreuse qui attire les femmes dans ce flacon. Un flacon qui fait aujourd'hui encore l'objet de toutes les attentions dans l'usine Guerlain en région parisienne, peaufiné à la main dans les moindres détails par les dames de table qui travaillent comme au temps d'Aimé Guerlain. Collage de l'étiquette, apposition du sceau Guerlain et barbichage du pompon de soie. La grande nouveauté du XXe siècle est là. Le parfum devient bien plus qu'une odeur. C'est du concentré de beauté qui se vend très cher, dans le plus beau contenant qui soit, le flacon, fabriqué en verre ou en cristal, dans les plus belles manufactures françaises. À Wingen-sur-Moder, en Alsace, il est un petit village qui vit au rythme de l'une des manufactures de cristal les plus célèbres du monde. Une usine, mais aussi un musée qui abrite l'un des plus somptueux trésors de la parfumerie. Une collection de près de 300 flacons, tous plus fins, plus harmonieux et plus élégants les uns que les autres. Des flacons conçus par un artiste génial du début du XXe siècle, René Lalique. Dessinateur hors pair, grand inventeur aussi, il commence d'abord par créer des bijoux aux 1000 formes et aux 1000 matières. Émail, verre, cire perdue, excellent joaillier, il est l'un des premiers à comprendre l'importance du flacon pour sublimer un parfum, exactement comme l'écrin vient mettre en valeur le bijou. Le rêve de Lalique, donner une forme et un corps au parfum, l'entourer d'une histoire. L'idée, c'est de créer un univers autour du parfum, de créer un symbole pour ce parfum. Et le flacon est un élément fondamental pour donner à voir, à percevoir. C'est une période où l'inventivité dans le domaine des noms est extrêmement riche. Je pense à des flacons pour Worth, Dans la nuit, Je reviens, par exemple, qui sont assez évocateurs. Et donc, on peut raconter une histoire autour du parfum, mais aussi la développer sur ces flacons de parfum. Nous sommes en 1907, lorsque René Lalique, très remarqué pour son stand de bijoux à l'exposition universelle de Paris, est contacté par François Coty, un immense parfumeur aujourd'hui disparu, le seul à pouvoir concurrencer Guerlain à l'époque. Guerlain travaille avec le très classique baccarat. Coty joue la carte de l'originalité. Il sollicite Lalique pour le flacon de son parfum, Les Fleurs.
le premier d'une longue série de merveilles. Le baiser du faune pour Molinard. Pâquerette. Et surtout le jade pour Roger et Gallet. Un flacon en verre de couleur verte, coté aujourd'hui à 40 000 €. Inspiré par l'Art Nouveau et ses 3 F, la faune, la flore et la femme, René Lalique se démarque des autres cristalliers grâce à des techniques qu'il invente. Des formes rondes où le verre n'est jamais taillé mais moulé, la couleur opalescente et le bouchon tiare qui vient donner une aura au parfum. Jusqu'à cette période, on utilisait encore souvent des bouchons de liège pour fermer les flacons de parfum. Et Lalique, lui, encore sans doute dans l'idée de se démarquer, va sublimer les bouchons avec des bouchons tiare. Il forme comme des ailes pour ces flacons de parfum. Il va vraiment travailler cet élément technique, le bouchon, pour le sublimer, pour le mettre en valeur. Des flacons en cristal ou en verre qui valent extrêmement cher, mais qu'ici, on parvient à fabriquer en série, grâce à une grande invention. Un moule pour chaque flacon dans lequel les motifs sont figés dans les moindres détails. C'est dans le moule qu'est déposé le cristal en fusion, chauffé à 1200 degrés. C'est dans ce même moule qu'est injecté de l'air comprimé. Le flacon se gonfle et prend sa forme, épousant chaque subtilité en quelques secondes avant d'être mis à refroidir. Une fois refroidis, cuits, puis trempés dans de l'acide, les flacons ressortent satinés et opalescents pour être travaillés à la main dans les ateliers du froid. Grâce à du sable, les motifs en creux vont être poncés et polis pour prendre une texture transparente et brillante et souligner les contrastes et les reliefs qui apparaîtront lors du rinçage. Chaque bouchon est ensuite minutieusement adapté à son flacon. Et pour ce modèle spécialement fabriqué pour les 130 ans de la marque, des hirondelles sont dorées à leur fin. Un or qui ne prendra sa couleur définitive qu'en passant une nuit au four à 550 degrés. Au total, 4 heures de travail manuel mises bout à bout pour un seul flacon de cristal que la maison remplit aujourd'hui de ses propres parfums. Ici, 500 000 pièces sortent chaque année de la manufacture. Art de la table et décoration intérieure, mais aussi flacons iconiques réalisés pour les plus grandes marques, comme celui-ci, le mythique Air du temps, dessiné par Nina Ricci en 1948, et dont la version cristal est encore produite en très petite quantité à Vingen-sur-Moder. Dans les années 1920, le parfum devient un tel objet de beauté et d'élégance que la haute couture parisienne va s'en emparer. Créer un parfum qui habille aussi bien qu'une robe, voilà un pari que Gabrielle Chanel va relever et elle va faire appel à un nez exceptionnel, Ernest Beau, qui va créer pour elle le mondialement célèbre numéro 5.
Je me trouve dans un lieu secret de la maison Chanel, dans le laboratoire de parfumerie, le sein des saints où sont créées les plus belles fragrances. Nous sommes dans l'immeuble historique à Neuilly-sur-Seine de la maison Chanel. Je suis très heureuse de vous retrouver, Olivier Polch. Vous êtes le parfumeur de la maison Chanel et derrière nous se cache un trésor, l'orgue du parfumeur. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi il sert ? Ce sont en fait tous les ingrédients que nous avons disponibles pour créer nos parfums. Alors ça, c'est un orgue assez particulier dans la mesure où il y a 4 personnes qui travaillent autour et cet orgue est partagé. Donc c'est un cylindre qui tourne pour assurer une plus grande fraîcheur des matières premières. Les bouteilles sont bleues parce qu'elles filtrent les rayons du soleil qui peuvent un petit peu abîmer les essences et elles sont comme ça maintenues dans une température constante. Vous pouvez le faire tourner pour choisir les matières premières. Matières naturelles et synthétiques ? C'est un mélange des deux. Alors là, par exemple, voilà le jasmin de Grasse. Ah oui, ah oui, tout de suite, on reconnaît. C'est un trésor aussi parce que c'est le résultat des années de travail finalement. Chez Chanel, on a toujours eu un goût comme ça pour retravailler les matières premières. On n'essaie jamais de retranscrire une impression de la nature brute, mais on raffine les odeurs, on les découpe en morceaux quelque part comme ça pour avoir des esthétiques différentes, un petit peu comme un peintre qui travaille sa palette de couleurs. Voilà. C'est donc avec un orgue de parfumeur qu'Ernest Beau a créé le premier parfum couture de l'histoire pour la maison Chanel, le célèbre numéro 5, un succès monumental car il reste encore aujourd'hui l'un des premiers parfums français vendus dans le monde. Retour à Grasse, dans les champs du village de Pégomas. Il est 7 h du matin lorsque nous découvrons, au pied de la montagne et tout près de la mer, l'un des plus beaux trésors du patrimoine français. 20 hectares de plantes à parfum cultivées par la famille Mulle pour fournir la maison Chanel en exclusivité totale. Des propriétés comme celle-ci, il n'en reste plus beaucoup dans le pays grassois. Ce matin-là, à la fin du mois d'août, on cueille la tubéreuse, utilisée par le jeune parfumeur Olivier Polch dans l'une de ses compositions, le parfum Gabriel. On cueille aussi le jasmin de Grasse, l'un des composants essentiels du somptueux numéro 5. L'icône absolue de la parfumerie française n'existerait pas sans ce jasmin bien différent des autres. Je qualifierais l'odeur de jasmin de Grasse comme plus fraîche, un peu plus verte. Je trouve qu'il y a des aspects un peu thé, là où les jasmins exotiques ont cette image un peu comme ça de pays plus chauds, ont des notes plus fruitées, quasiment confiturées, comme ça, comme un petit peu cuites par le soleil. Ici, on est dans quelque chose de plus frais et plus délicat. La fleur du jasmin, c'est une fleur qui est très légère, puisqu'il va falloir, pour 1 kg de fleurs amassées, 8000 fleurs. Sur la fleur du jasmin, vous allez avoir besoin du pouce index. Vous allez devoir bien positionner à l'ouverture du pouce et l'index et ne ramasser que la fleur. C'est un geste précis et rapide qu'il faut avoir. Le jasmin, nous essayons de le ramasser le plus tôt possible, une fois le soleil levé, quand même pour y voir. Et nous ramassons, je dirais, sur une matinée, toutes les fleurs épanouies de la nuit. Des gestes qui sont les mêmes ici et que l'on se transmet de génération en génération depuis 1921, presque 100 ans. Nous sommes en effet à l'aube des années 20 lorsque Gabriel Chanel, pour accompagner ses vêtements, décide de lancer un parfum. Une odeur à la mesure de son style, simple, épurée et libre. Elle veut faire la même chose que ce qu'elle a fait avec la mode, c'est-à-dire dépoussiérer le parfum comme elle avait dépoussiéré la mode, libérer le corps de la femme, et là elle veut libérer le parfum des traditions qui pèsent sur lui. Lorsque cette idée lui vient,
Gabrielle Chanel fréquente les champs de course et les artistes russes qui lui présentent un nez extraordinaire. Ernest Beau, parfumeur des tsars. Elle travaille ici, dans son luxueux appartement situé rue Cambon. Autour d'elle, tout n'est que matière noble et originalité. Panneaux de coromandel venus de Chine, animaux en ébène, miroirs vénitiens, vierges en albâtre. Comble du chic, elle y fait déposer un bouquet de fleurs fraîches et blanches chaque jour. Superstitieuse, elle voit des signes en tout. Boules de cristal et animaux placés par paires pour faire venir la chance. C'est dans cette atmosphère étrange qu'elle passe commande à Ernest Beau. Elle lui demande un parfum qui prend le contre-pied de tout ce qui se faisait à cette époque. Et évidemment, qui dit modernité, dit molécule de synthèse. Et Ernest Beau va faire appel aux aldéhydes qui existaient déjà, mais qui avaient été sous-employés. Et lui, il va les employer avec vigueur. Et il va chercher à faire un parfum qui représentait pour lui des odeurs qu'il avait senties au-delà du cercle arctique. Donc des odeurs quand même un peu abstraites. Il vient lui présenter des séries, une qui allait de 1 à 5, une autre qui allait de 10 à 20. Et elle choisit le parfum 5 parce qu'elle présentait sa collection de couture le 5 mai. Le mois de mai est le 5e mois de l'année. Et elle a pensé que ça lui porterait chance. On peut dire qu'elle avait du nez, parce que ça a été le cas. Ça lui a porté chance, puisque le numéro 5 est toujours un des parfums les plus vendus dans le monde. Si le numéro 5 est un succès aussi retentissant, c'est qu'il est le premier et peut-être le seul à offrir une odeur indéfinissable. Il n'évoque pas une fleur, une époque ou un pays, il est 100% abstrait. Un flacon carré, simplissime, une étiquette blanche, un nom minimaliste. Un bouchon octogone pour évoquer subtilement la place Vendôme, symbole du luxe parisien. Et quand on ouvre la bouteille, surgit l'un des parfums les plus complexes qui soient, composé de 80 ingrédients et de 300 000 fleurs de jasmin de Grasse dans ce flacon de 900 ml. Un jus dont la formule est ultra secrète. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a encore la formule manuscrite comme ça, avec ces écritures des années 20 comme ça qui n'existent plus. On a l'impression de voir un document sacré. C'est à Grasse que l'on entre dans les secrets de sa fabrication. Moins de 2 heures après avoir été cueilli, le jasmin chargé de son odeur est transporté dans l'usine de campagne que Chanel a implantée à quelques mètres de la propriété des Mules. Là, il est plongé dans les cuves d'extraction qui jouent le rôle d'immenses théières dans lesquelles des solvants vont capturer l'odeur du jasmin. Comme une infusion, les fleurs qui ont donné toute leur saveur sont ensuite jetées. Tandis que la concrète, la cire composée des solvants remplis de jasmin, est distillée à l'alcool. Les solvants s'évaporent, il ne reste plus que l'absolu de jasmin, son odeur pure. Une odeur contrôlée par le parfumeur pour que le numéro 5 reste invariablement le même.
Toute notre attention est portée à la précision de la reproduction tous les ans du numéro 5. Du point de vue de l'odeur, on n'a pas d'énormes différences. Ce sont toujours exactement les mêmes champs dans un climat qui n'évolue pas énormément. On a des différences de quantité. Voilà, il y a certaines années comme ça où il y a d'assez fortes variations. La récolte se fait sur 3 mois. Du coup, la totalité de la récolte combinée est assez constante. Premier parfum commercialisé en Amérique, les stars s'en emparent et en deviennent les égéries. Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Audrey Tautou. Représenté par les plus belles femmes du monde, il est l'un des ambassadeurs du luxe à la française. Il marque aussi la naissance du lien très fort entre la publicité et le parfum. Nous sommes à la sortie de la guerre. À cette époque, le numéro 5 rapporte 50 millions de dollars par an, soit bien plus que les créations couture de la maison Chanel, dont il est l'emblème. Un succès tellement colossal qu'il va donner des idées aux autres grands couturiers parisiens, et notamment à un homme, Christian Dior. Paris, 12 février 1947. La France sort de la guerre lorsqu'un homme de 42 ans, inconnu, se lance dans la haute couture. Il s'appelle Christian Dior. Il vient d'ouvrir les ateliers de l'avenue Montaigne. 25 ans après Gabrielle Chanel, il veut offrir aux femmes une nouvelle révolution vestimentaire, le New Look. 5 tenues par jour avec gants, accessoires, chapeaux, foulards, broches et parfums pour balayer les heures sombres de l'occupation allemande. Gabrielle Chanel voulait alléger, lui il a voulu féminiser et reprendre un peu ce qu'on faisait au XVIIIe siècle, avec des vêtements très spacieux, une mode très féminine. Le coup de génie de Christian Dior, envelopper sa toute première collection dans un parfum pour marquer les esprits. C'est le génial Miss Dior, composé de roses et de cette plante étonnante, le patchouli. Une odeur qui rappelle les grandes heures de Versailles, parce que le couturier l'a fait incruster partout, dans les robes des mannequins, sur les sièges des clientes, dans les tapis et sur les murs, du jamais vu dans la parfumerie moderne. 12 février 1947, c'est une journée d'hiver très dure, des températures très très froides. Tout le monde arrive dans cette ambiance très fleurie, florale. Les premiers échantillons du futur Miss Dior sont sprayés dans les salons et c'est un succès phénoménal. Donc c'est un souffle de printemps sur Paris. C'est dans cet endroit secret que l'on appelle le fonds précieux et dans lequel la maison Dior conserve ses trésors que nous découvrons le tout premier flacon de Miss Dior, version 1947. Un flacon extrêmement rare. Dans une France encore en rationnement, un chef-d'œuvre d'extravagance. Il n'y a plus de verre en France, il veut du cristal, il fait appeler la maison Baccarat pour ce cristal overlay qui est une double couche de cristal. Il n'y a plus d'encre, il demande de l'or. Pour son coffret, il n'y a plus de carton, eh bien on prend de la soie, du velours, du satin pour faire quelque chose de sublime. Donc dès le départ, il veut positionner les parfums Dior au-dessus pour les rendre encore plus désirables, magiques. Ce n'est que 3 ans plus tard, avec ce coffret qui passe de l'amphore au flacon carré, que Miss Dior prendra sa version définitive, celle qui existe aujourd'hui encore, 100% couture. Il sera notamment porté par Grace Kelly, pour qui Christian Dior imagine un flacon spécial aux armoiries de la principauté de Monaco. Mais ce qui distingue Christian Dior des autres couturiers parisiens, c'est qu'inventer des parfums l'amuse autant, si ce n'est encore plus, que de créer des robes. Ainsi, pour Diorissimo, va-t-il demander à la star d'aîné, Edmond Roudnitska,
de mettre en flacon ce qu'aucun parfumeur n'a jamais réussi à faire, l'odeur du muguet. On n'arrive pas à extraire, et pourtant ça sent très fort, mais on n'arrive pas à extraire un produit naturel issu du muguet. Donc c'est une reproduction. Et pour reproduire un muguet, on part d'une rose, on la modifie un petit peu en lui mettant un côté très légèrement mielé, on lui rajoute un côté jasminé et un côté très orangé. Et bien en associant les trois, plus une molécule de synthèse, vous arrivez à reproduire l'odeur de muguet assez complètement. Le muguet, la fleur fétiche de Christian Dior. Il en portait toujours un brin sur lui. Pour son défilé de 1956, il en fait vaporiser partout et en fait coudre dans l'ourlet de ses robes. Ce qu'on appelle le parfum d'empreinte est à son apogée. Il en veut partout, il en veut sur des souliers, dans des broderies. Il y a une ligne muguet, c'est sa fleur fétiche. Totale odeur pour toute la maison. Le parfum est sprayé sur les éventails. Il y a même au-dessus de la porte d'entrée de la nouvelle boutique de l'avenue Montaigne, il y a un diffuseur de parfum. On en sent même dans toute l'avenue Montaigne. Donc il y a du muguet partout. Une fleur qu'il considérait comme son porte-bonheur. Pourtant, quelques mois après ce défilé, Christian Dior est emporté par une crise cardiaque. Il laisse derrière lui le plaisir de l'invention qui continue à ponctuer l'histoire de la maison. À chaque décennie, un grand parfum. C'est ainsi qu'en 1966, Eau Sauvage part à la conquête d'un nouveau territoire, la parfumerie pour hommes. Edmond Roudniska est seul aux commandes. Pour Eau Sauvage, il allie les deux matières masculines les plus précieuses, la racine de vétiver qui pousse sur l'île de Java et le fruit le plus frais qui soit, la bergamote. On a choisi une plantation très particulière, donc en Calabre, qui est ouverte sur la mer Ionienne, c'est-à-dire qu'elle reçoit le vent chaud et elle mûrit un petit peu plus vite que les autres. C'est la peau qui est grattée dans des énormes machines, vous savez, un peu comme les tambours de machine à laver, et les fruits roulent. Ils sont grattés parce que les picots sortent de ces tambours et on récupère l'essence, étant donné que l'essence est toujours plus légère que l'eau, donc on la récupère assez facilement. Un parfum frais pour séduire l'homme nouveau 2 ans avant mai 68. Vous avez la première publicité, le dessin original de René Gruau, gouache, encre de Chine. Et c'est ce dessin que propose René Gruau avec malice et humour. René Gruau va dessiner un homme dans sa salle de bain. Et là, il va apporter de l'humour, de la sophistication, certes, mais de l'amusement, une virilité un peu décomplexée qui va peut-être aider les hommes à acheter Eau Sauvage parce que se parfumer dans les années 60, c'est pas très viril encore. Un homme tout en poils et en cheveux qui annonce le rock et les années 70. C'est le début d'une histoire mythique. Après 52 ans d'existence, Eau Sauvage reste dans le top 5 des parfums masculins les plus vendus au monde. Une icône de plus dans la formidable histoire de la parfumerie française qui ne brille pas qu'au passé. Inventer le parfum de demain, voilà le rêve de tous les grands parfumeurs. C'est à la Fondation Cartier que s'achève notre voyage. Au 8e et dernier étage de la Fondation Cartier, dessinée par l'architecte Jean Nouvel, au-dessus des œuvres d'art, la parfumeuse Mathilde Laurent travaille dans l'un des plus beaux bureaux de Paris. Cartier, qui, depuis Must en 1981, a toujours créé des grands parfums et qui fait partie des 6 dernières maisons parisiennes à posséder un parfumeur attitré, en l'occurrence une parfumeuse, formée dans la plus pure tradition chez Guerlain, mais qui s'autorise aujourd'hui une vision totalement futuriste à l'image de son orgue à parfum. 800 flacons de matières premières, dont Mathilde Laurent se sert pour composer ses formules. Des parfums insensés qu'elle ne pourrait pas proposer sans un choix qu'elle assume à 100%, celui des molécules de synthèse. Depuis mon arrivée chez Cartier, je cite beaucoup
et très simplement les ingrédients que j'utilise, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Donc il n'y a pas de tabou chez nous par rapport aux molécules et aux ingrédients qui sont utilisés dans un parfum. On dit toute la vérité, rien que la vérité. On a des molécules toutes classiques, comme ici le 6,3-hexényl acétate, qui est une odeur très douce, végétale, qui va servir par exemple justement à rafraîchir un bouquet, à donner une sensation de fraîcheur et une sensation végétale à une fleur. Des molécules parfois très chères et de grande qualité que Mathilde Laurent utilise de façon extrêmement originale, comme ici, avec l'objet sentant non identifié, qu'elle appelle aussi l'Osni. Au Palais de Tokyo, le musée d'art moderne de la ville de Paris, elle a fait ce que personne n'avait jamais fait, donner au parfum un aspect visible, un vrai nuage météo, doux et frais, pour vivre une expérience autour de l'un des grands parfums de Cartier, l'Envol. C'est un nuage naturel, créé par les mêmes conditions météorologiques que les nuages qui se forment au-dessus de la mer. Simplement, il est créé artificiellement et il est parfumé. Et donc, on pouvait, en montant un escalier, en fait, traverser ce nuage jusqu'à se retrouver au-dessus des nuages. Il y avait cette poésie, cette sensation impossible à vivre. Et c'est ce que j'aime en fait. Seul Cartier vous fait sentir le ciel, vous fait traverser les nuages. Je trouve ça génial. Chez Cartier, Mathilde Laurent travaille au parfum de demain. Un parfum qui serait visible et que l'on porterait à notre cou comme un trésor. Un bijou de molécules parfumées. Le parfum est une parure pour moi. Et donc, je trouverais hyper intéressant et probablement magnifique qu'on puisse voir les molécules, qu'on puisse les colorer comme un collier qui aurait beaucoup de parties mobiles comme ça et qui bougerait avec vous. Ça pourrait être sublime. Si la parfumerie Cartier est l'une des plus innovantes au monde, c'est parce qu'elle ne considère pas le parfum comme un simple accessoire de beauté, mais comme un concept qui trouve son aboutissement ici, à New York. Dans la prestigieuse boutique située sur la 5e avenue, se trouve une pièce réservée à la collection Les Heures, signée Mathilde Laurent. 13 parfums extraordinaires qui remontent le fil de l'histoire de la parfumerie et nous offrent une expérience unique au monde. Ces 13 odeurs, nous les retrouvons dans ces petites boîtes. Lorsqu'on en ouvre une vidéo se déclenche pour une sensation totale, visuelle, sonore et olfactive. Ainsi retrouve-t-on successivement la fumée, le cuir, les aromates, les fleurs, les agrumes. Comme un fil tendu entre l'homme et la nature, l'art de la parfumerie fascine donc plus que jamais. Un art dans lequel les parfumeurs français excellent et qui mêle nos plus belles traditions et nos plus nobles savoir-faire. Déboucher un flacon de parfum, c'est revivre des époques disparues. Plonger dans des ambiances parfois lointaines et exotiques, et parfois toutes proches de chez nous. S'il s'agit de trésors, c'est parce que la nature ne se laisse pas si facilement capturer. Protéger les fleurs, c'est leur rendre ce qu'elles nous offrent de plus précieux, leur parfum. Depuis plus de 2000 ans, donc, le parfum n'a cessé d'évoluer, de se transformer, de se complexifier, sans jamais rien perdre de sa magie. Une magie qui nous dépasse parfois. Se parfumer, c'est s'entourer d'une aura. Retrouver un parfum oublié, c'est faire ressurgir un souvenir enfoui, une histoire, des cultures, des traditions qui existent depuis des siècles.
Une magie qui est loin de s'éteindre, aussi ancienne que l'humanité. La parfumerie s'apparente au rêve, au mystère, et cela où que l'on se trouve dans le monde.